Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Pistons 2024? Alors, c'est 50,5, Ouais. qui est l'efficiency field goal percentage, donc Ouais. l'adresse un peu corrigée, de Cade Cunningham depuis le 31 décembre. Alors, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais je vais expliquer, c'est que on lit pas mal et on entend que Cade Cunningham a fait une sorte de jump depuis, disons, dans la deuxième moitié de saison. Hein, il a très mal commencé et que là, il serait à un niveau All-Star depuis 2-3 mois. Donc, en fait, je suis allé voir les stats et j'ai divisé en deux sa saison avec plein de stats pour voir ce qu'il en était. Et donc, il est à 50,5% de FJ depuis le 31 décembre, ce qui n'est pas terrible. Et ça fait 30 matchs. Et sur les 32 matchs précédents, donc du début de saison au 31 décembre, il était à 50,3. Donc, aucune progression. Et en fait, il me semble que la perception du fait qu'il s'est beaucoup amélioré vient du fait que, en effet, à 3 points, c'est mieux. À mi-distance, c'est mieux. Mais il y a eu une chute spectaculaire de son efficacité au cercle, qui est passée, si on divise en deux la saison, de 60% d'efficacité à 51%. Là où c'est mieux, c'est que, ce qui fait que ça améliore un peu ses stats avancées, c'est qu'il est devenu plus efficace en termes de turnover. Il perd beaucoup de moins de ballons. Il faut dire qu'il en perdait beaucoup. Ouais. Mais ça, je ne vais pas noyer sous les stats non plus, mais plus plein d'autres stats me laissent à penser que cette perception qu'il y aurait eu une amélioration vraiment drastique du jeu de Cade Cunningham à la deuxième partie de saison est pas complètement vrai. Alors sur Cleaning the Glass, il y a un outil qui est sympa qui permet en fait de voir des évolutions de plein de stats, c'est ce qu'ils appellent les trends. Et donc c'est des graphiques qui montrent sur la saison plein d'évolutions. Et donc on voit, il y a la possibilité de voir plusieurs stats avancées. Donc je les ai tous faits pour voir. Et il n'y a pas une ligne qui monte très clairement. C'est plutôt des hauts, des bas, une sorte... Alors effectivement, il y a toute une partie de haut, je crois que c'est autour de février, mais ça redescend. Et donc, ça me paraît être un peu dangereux de garder juste les hauts en disant « ça y est, il a fait le jump », quoi. En oubliant que il y a certains indicatifs qui laissent à penser que c'est pas si clair et que, certes, son jeu est sans doute un peu plus propre. Est-ce que pour autant... il est devenu d'un coup un joueur de niveau All-Star, voire All-NBA, comme certains l'affirment, j'ai un peu des doutes. Est-ce que tu l'avais scouté, toi, à l'époque, en 2021, ou pas? Un peu, mais pas énormément, un peu. Ouais, Minnesota était déjà commencé à devenir bon, t'avais abandonné la draft. Non, même pas, parce que non, on n'était pas bon. mais on n'avait pas de pic. Non, on n'avait pas de pic. Tu sais, c'est l'année où... il y avait le pic dans l'échange de Russell qui est devenu Jonathan Kuminga. Ah oui. Donc du coup, je savais qu'il n'y avait aucune chance qu'on l'ait. Non, mais effectivement, je pose la question parce que c'est quand même un premier choix de draft et qui avait un certain profil, beaucoup de qualités, certains défauts aussi. Mais du coup, si tu me permets, je peux donner aussi ma deuxième stat du jour parce que c'est un peu lié. Moi, c'était 36%. C'était le pourcentage de paniers assistés de Cade Cunningham. Et c'est là-dessus où je vais te rejoindre aussi. Pourquoi est-ce que ce chiffre de 36% de paniers assistés de Cade Cunningham est intéressant? Donc ça veut dire que à peine 36% des paniers de Cunningham surviennent après une passe décisive. Donc ça veut dire que tout le reste c'est créé par lui-même, du coup, évidemment. Et pour dire, c'est le 11e plus petit total de NBA. C'est un des joueurs donc, qui se crée le plus ses propres tirs et ses propres paniers. Sachant que on a Luka Doncic qui est à 22% à peine, mais bon, c'est Luka Doncic quoi. Mais après c'est SGA, Trae Young, James Harden encore, Lillard, Fox, Brunson, etc. Quelques noms comme ça. Mais voilà, on est dans des strates très très hautes en termes de à quel point il se crée ses propres tirs et ses propres paniers. Et du coup, deux choses. J'ai un peu envie de dire deux choses là-dessus. C'est du coup l'inefficacité de son profil en un sens. Oui, on peut le comprendre que ce soit un plus compliqué, donc qu'il soit un peu moins efficace que la moyenne ou que beaucoup, parce que il se crée beaucoup son tir. Ok. Mais de l'autre, est-ce que ce serait pas aussi finalement la conséquence de son propre jeu, ce genre de profil de tir? On peut dire, c'est des tirs plus compliqués créés par lui-même, donc ça explique l'inefficacité, d'accord. Mais est-ce que parallèlement à ça, le fait qu'il ait un profil aussi peu assisté, c'est pas aussi un peu de sa faute, en tout cas de conséquence de son jeu, parce que quand on scoute un peu qui il est vraiment,
en fait, on peut constater un gros manque de polyvalence et notamment de jeu off-ball. Que ce soit dans du jeu off-ball avec des cuts, avec ce genre de mouvement, ou même avec en fait, le jeu sans ballon, hein, le catch and shoot, etc., etc. Donc, au final, on voit que c'est une contrainte de son profil. C'est une contrainte il est obligé il se crée beaucoup son tir, mais parce que c'est pas tant que ça une menace sans ballon, quoi. C'est même très très peu une menace sans ballon. Donc c'est une contrainte de son jeu, et on en arrive aussi à la conséquence, c'est que en prenant en compte cette contrainte, on est un peu obligé à ce qu'il soit efficace si dans cette création, en fait. Si c'est un profil qui fait que de la création de scoring, il faudrait quand même, pour que ça soit rentable, qu'il soit efficace là-dessus, quoi, au moins. Et le problème, c'est que c'est pas trop le cas, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais on est un peu toujours sur notre fin au niveau de l'efficacité. C'est même pas le cas du tout, parce que Basket Référence a une stat pour, je sais plus comment il l'appelle, mais c'est le nombre de points, en gros, qu'un joueur a ajouté ou à enlever, le nombre de points scorés qu'un joueur a ajouté ou enlevé sur la saison par rapport aux attentes. Je sais plus comment il calcule ça exactement, mais c'est par rapport à la moyenne, en fait. Ouais, par rapport à la moyenne. En fait, c'est un mélange de efficacité et volume, et donc si t'es pas efficace sur un gros volume, tu perds beaucoup de points par rapport à la moyenne NBA, quoi. Ouais, et donc j'ai regardé la stat, sur 572 joueurs NBA cette saison, Cade Cunningham a marqué 88 points de moins qu'attendu, ce qui fait ça fait lui le 559e total sur 572. Sachant que par exemple un Giannis ou un Jokic sont tous les deux au-dessus des 200 points ajoutés. Ouais, c'est ça. Donc la différence est quand même assez incroyable, et je pense que c'est une conséquence, je suis tout à fait d'accord avec toi, de son profil et aussi des attentes, parce que quand il est arrivé à la draft en 2021, il y en a beaucoup qui ont fait la comparaison avec Doncic, justement, en disant c'est le même type de grand ailier qui est capable de tout faire et qui est capable d'être au centre d'une attaque héliocentrique en étant à la fois passeur, rebondeur, scoreur. Et c'est comme si les Pistons l'avaient développé comme ça et s'entêtaient là-dessus depuis 3 ans, alors que toutes les stats d'efficacité, et 3 ans malgré tout, donc ça fait, si je regarde, ça fait un peu plus, environ 140 matchs, donc ça commence à être un petit échantillon, hein, il est à 4500 minutes de jeu en NBA. Tout l'échantillon montre pour l'instant que c'est un joueur qui est inefficace. Et moi, ce qui m'inquiéterait le plus dans cette inefficacité, c'est une difficulté à scorer près du cercle. Donc j'ai donné ma stat depuis le 31 décembre, mais en fait, depuis le début de sa carrière, il est en dessous des 60% au cercle, ce qui est vraiment pas très bon signe. J'ai noté cette année qu'il il a été contré 92 fois. C'est le 5e pire de la NBA. Bon, donc c'est aussi un signe. Et puis il me semble que quand on le regarde un peu jouer, qu'il y a une sorte de manque de variété dans son profil, là où Doncic ou je sais pas, Gilgeous-Alexander par exemple sont absolument géniaux pour varier les touches de balle près du panier. Lui me semble très monomaniaque de la main droite. Il n'arrive pas souvent à gauche. Il manque de puissance aussi, physique. Donc ça fait un ensemble qui fait que, qui me laisse penser que c'est pas seulement dû au spacing autour de lui, c'est qu'il y a peut-être un petit manque. Tu vois, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur Anthony Edwards, sur sa qualité de toucher, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que Edwards, il a une puissance physique qui fait que il peut aller contre cet éventuel manque de toucher en allant dunker, quoi. Cunningham, on le voit rarement dunker hors transition. Tu veux dire que Cunningham, même s'il a une grande charpente, il tire pas totalement profit de ça, contrairement à Edwards qui est dans l'agressivité et autres, quoi. Ouais, il me semble pas physiquement aussi puissant. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée que ce profil où on lui fait tout faire est peut-être. Alors ça vient sûrement de son profil et en même temps c'est pas efficace. Tu vois, c'est le 3e plus utilisé sur pick and roll en tant que ball handler de la ligue. Donc c'est énorme, presque 11 possessions par match. Et ça se traduit en termes de points par possession par une moyenne de 0,9, ce qui est très bas par rapport à la moyenne de la ligue, quoi. C'est 40e sur 52 parmi les joueurs avec plus de 5 pick and roll par match. 40e sur 52. Et effectivement, moi, j'avais noté tout ça, hein, comme dit, son profil fait qu'on a une contrainte de tu dois créer t'es un joueur de création plutôt que off-ball, ok, mais sauf que tu dois être bon là-dedans, quoi. Tu dois être bon là-dedans, et pour l'instant, pick and roll, on a, comme tu dis, 0,90, 40e sur 52, donc tout en bas. Isolation, pareil, hein.
Isolation, je sais pas si tu avais aussi noté les chiffres, mais isolation, on est à 0,80 points par possession, ce qui fait le 67e sur 78 joueurs à plus de 1 isolation par match. Donc, comme dit, t'es un créateur, ok, mais pour l'instant, la création, elle n'est pas si bonne que ça. Je pense qu'en un sens, il y a une question de spacing qui est évidente, certes, mais je te rejoins aussi que c'est pas que le spacing, en fait. Et c'est souvent un peu le piège dans lequel on tombe dans des mauvaises équipes ou dans des mauvais spacing, de dire, ah bah c'est que du spacing, il suffit donc qu'on le mette dans un bon spacing et on a un driver d'élite. Je pense que le spacing et le contexte a un effet, mais tu passes pas de très mauvais à élite juste à cause de ça. Tu peux passer de très mauvais à bon, voire très bon, juste sur ça, mais tu changes pas du tout au tout, quoi. Tu passes pas de 0 à 20 sur 20 juste parce que le contexte change, quoi. Donc je pense qu'effectivement, je te rejoins qu'il y a un aspect de lui aussi. Et j'avais noté exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire il a pas l'air de jouer si grand que ça, alors qu'il l'est, en fait. Il est grand, il est puissant, mais il joue pas puissant, il joue pas grand. Et c'est la différence, comme tu dis, avec Doncic, parce que voilà, lui n'a pas beaucoup d'explosivité, hein, Cade Cunningham, pas trop de vivacité, pas trop d'explosivité. On est plus sur un shooter qui est sur un rythme lent, un driver sur un rythme lent, mais sans cet aspect de puissance, sans cet aspect de Doncic de je vais sur mes spots, je bouscule les mecs, voilà, on n'a pas ce côté-là, on n'a pas cette agressivité avec Cunningham, et c'est dommage parce que du coup, on a le style de Doncic, mais sans la force de Doncic, quoi. Je caricature, mais il peut pas compenser avec de la vivacité, il peut pas compenser l'explosivité, etc., etc. Et il a une grande taille, mais il en tire pas profit. Donc c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de points qu'il laisse sur la table au final. On pourrait avoir un top driver vu ses très grandes mensurations pour le poste de meneur, et on l'a pas, quoi. On l'a pas parce qu'il attaque pas les contacts, il s'en sert pas même. Tu vois, c'est pas que les fameux end-one, ou c'est pas que aller chercher le lancer franc, mais même pendant les drives, on sent pas tout le temps qu'il est grand, qu'il va sur ses spots, que même si le défenseur essaie de l'empêcher, il va quand même sur ses spots, etc., etc. Donc ouais, on a un style de driver très lent, mais qui lui-même ne joue pas encore très bien là-dedans. Et même au niveau d'ailleurs des lancers francs, on est à peine au niveau de la moyenne, on n'est pas top, quoi. Alors que justement, quand tu es quelqu'un qui manque un peu d'explosivité, t'es censé compenser notamment par ça, notamment par aller chercher un peu ce genre de points. Et on n'a pas ça. Donc le spacing, oui, mais il n'y a pas que ça. Je suis d'accord. Et c'est un peu dommage parce que de l'autre côté, il a plutôt un bon toucher de balle. C'est aussi un plutôt pas mal joueur de pull-up à mi-distance. Mais sauf que on voudrait un peu plus de drive, quoi. Et comme pour l'instant il n'y a pas ça, on reste sur un profil de je m'arrête un peu à mi-distance, et donc c'est un profil de tir peu rentable, ce qui fait qu'au final on a aussi quelqu'un qui est bien en dessous de la moyenne d'efficacité, quoi. Oui, parce qu'il prend 44% de ses tirs à mi-distance, ce qui est énorme. C'est ça. Et donc il est pas mal, hein. Mais bon, malgré tout c'est pas rentable. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a dans la construction d'une équipe jeune, on accumule un peu tout le monde et puis on voit ce que ça donne et tout ça. Mais là où on peut se poser la question aussi, c'est à force de le développer comme ça, comme le meneur héliocentrique et tout ça qui fait un peu tout, est-ce que ça développe pas aussi des défauts qui sont le fait, comme tu disais, de pas le faire jouer en catch and shoot, et du coup de l'enfermer aussi dans une sorte de rôle qui fait qu'il ne sera pas habitué à jouer autrement. Si jamais, comme ça me semble nécessaire pour la suite, il y a un autre ball-handler de très bon niveau qui arrive. C'est un peu ce qu'on reproche depuis toujours à Trae Young, et pourtant Trae Young il est autrement plus efficace que Cunningham, quoi. Oui, et puis c'est pas grave, c'est pas catastrophique d'être unidimensionnel, mais si t'es très fort là-dedans, quoi. Oui, donc tu vois, Doncic on râle depuis des années, Westbrook, Harden on a râlé pendant des années, Trae Young aussi, on dit ouais mais il faut bouger, il faut un catch and shoot, il faut plus de mouvements off-ball, etc. Bon, ils le faisaient pas, ils l'ont jamais fait, mais il était très fort dans ce qu'il faisait, quoi. Et avec Cunningham, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que, comme dit, on n'a pas développé tout ce qui était très bien, mais le passing est de très très bon niveau. Et vraiment, tu sais, il y a le côté, et c'est pour ça aussi qu'il a été drafté très haut, c'est le playmaker de grande taille pour le poste de meneur, et qui est capable de faire des lectures avancées, qui a une maîtrise du pick and roll, qui est pas juste d'ailleurs un mec qui va hyper vite à fond la caisse et qui maîtrise rien, mais il y a de la maîtrise des petits espaces, il est patient, il met son défenseur in jail, donc il le met derrière lui sur le pick and roll avant de avancer. Il y a plein de choses à aimer sur le passing qui est de très bon niveau. Mais c'est au niveau du scoring, quoi. Au niveau du scoring, on a quelqu'un qui, pour l'instant, va sur ses petits spots à mi-distance, plutôt que de tirer profit de sa grande charpente pour être quelqu'un qui domine au panier, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, et quitte à être dans ce style-là, si t'as jamais de jeu off-ball, il faut que tu sois très bon dans le jeu on-ball, du coup. Et c'est ce qu'on a, pour l'instant, pas encore trop, mais bon.
On peut continuer encore à attendre. Il n'est pas si vieux que ça non plus. Oui, bien sûr. Il y a quoi 22-23 ans, le contexte n'est pas idéal. Alors, il peut apprendre à jouer avec le contact peut-être, à être plus agressif, etc. Je pense aussi que, tu vois, il y a un outil qui peut être bien, c'est du spacing ok, mais aussi une vraie menace verticale. Ça peut être bien ça sur pick and roll, Oui, c'est vrai. parce que ça attire ça va chercher la menace dans le dos du défenseur du pick and roll, et du coup, pour libérer des drives aussi à Cunningham. Mais oui, disons qu'on peut faire mieux. On peut mieux optimiser, et il peut lui-même mieux s'optimiser par rapport à ses qualités un peu de base, quoi. Et alors, question, mais est-ce que toi, tu lui donnes, parce qu'il arrive à la fin de sa 3e année, donc c'est le moment où la question se pose, est-ce que tu lui donneras un contrat max? Alors j'imagine que les Pistons ne vont pas avoir le choix, parce que bon, malgré tout, il fait des stats et tout ça, mais... Tu poses la question sportivement, ou alors si je suis les Pistons, construction d'équipe et tout ça, parce que si je suis les Pistons, tu le donnes évidemment. Quitte ensuite à l'échanger, mais il y a le côté rétention de valeur où tu l'as drafté, c'est un magnifique asset, tu le prolonges, quitte ensuite à l'échanger. Mais tu veux dire, est-ce que sportivement, on est déjà sur un côté, mais il est pas loin dans le Star Game? Ça, pour moi, non, parce que l'efficacité, elle est pas encore là. Et il n'y a pas... On n'a même pas dit le chiffre général, mais il est moins 6%, moins efficace que la moyenne. Et comme il fait sur un gros volume, c'est pour ça que tu as donné ton chiffre là, de accumuler volume fois efficacité, il perd beaucoup de points par rapport à la moyenne. Mais oui, il y a un problème d'efficacité et je pense qu'ils vont lui donner le contrat. Mais on n'est pas sûr encore sur OK, on a notre go-to guy, quoi. Si c'est un peu ça ta question, quoi. Ouais. Oui, d'accord. Qu'est-ce que... Comme dit, on va pas faire beaucoup sur le passing, parce que le passing, on le connaît, c'est très bon. Je pense qu'il y a de quoi faire aussi en défense, même si c'est peut-être pas encore le cas, mais la taille en défense. Mais non, juste pour dire aussi, drive, on n'a pas cité le stade de drive. Sur les drivers à gros volume, donc plus de 10 drives par match, il est 45e sur 53 à l'efficacité. Ouais. Efficacité layup plus lancer franc. Donc la productivité globale, 45e sur 53. C'est très bas. C'est très bas, surtout que c'est moins que... Attention. C'est moins que Terry Rozier, que R.J. Barrett, que Jordan Clarkson, que Dejounte Murray. Bon, quand t'es au niveau de ces noms-là, c'est quand même pas top, quoi. Et tu vois, Terry Rozier, le mec est petit, le mec a des limitations, on connaît, donc c'est normal qu'il soit mauvais en drive. Cunningham est quand même censé faire beaucoup mieux que ça, quoi. Il a des touchés de balle, il a une grande carrure, donc il a des outils que les autres n'ont pas. Et pourtant, il est encore bas, donc il y a encore un manque à gagner. Donc on peut aussi dire que c'est une marge de progression. Aussi, on peut le formuler comme ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.